Au LCI, invité aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Paris. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. La gauche peut-elle encore gagner l'élection présidentielle? Le départ, le renoncement plus exactement de François Hollande est-il l'occasion pour elle de rebondir ou au contraire, est-ce que c'est un handicap supplémentaire? On va voir tout ça avec vous, avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubicine de LCI. Bonjour. Pour commencer ce grand jury, je voudrais vous faire vous regarder, c'était hier, au rendez-vous de la Belle Alliance Populaire. Respect pour cet homme qui a pensé d'abord à la France et qui a vu la situation dans laquelle elle était et n'a pas voulu ajouter le désarroi, la difficulté, la polémique. Respect pour cet homme qui sait combien la gauche est divisée et combien elle a pris en otage sa personnalité sans vouloir répondre réellement à ce qui fut notre bilan. On avait l'impression d'un PS orphelin hier. Est-ce qu'il peut se remettre du départ de François Hollande? Il n'est pas orphelin, il a un premier secrétaire. On ne peut pas dire ça. C'était son candidat quand même. Et la gauche va devoir désigner son prochain candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que François Hollande est remplaçable? Il est irremplaçable. Mais il y aura d'autres personnalités qui ont leur propre force. Tout a changé en 15 jours. Nous étions sur un schéma porté par les médias et les sondages qui était Alain Juppé à droite, François Hollande à gauche, et les deux mêmes, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Tout a changé. Aujourd'hui, la droite a désigné un candidat qui assume sa position très droitière. On aura l'occasion d'en parler. Je reviendrai. Et le président de la République a annoncé qu'il ne serait pas candidat à un deuxième mandat. Ce qui ouvre la porte à une primaire de la gauche pour désigner qui sera le candidat. Jean-Christophe Jacubicine, pardon. Vous êtes premier secrétaire. Est-ce que vous êtes premier responsable de l'empêchement de François Hollande en voulant à tout prix organiser ses primaires, même pour le président sortant? Au fond, vous avez rendu impossible sa candidature. Brutus numéro 1. Non, je pense pas, parce que je pense que si le président de la République, candidat, n'avait pas pu gagner la primaire, il ne pouvait pas gagner la présidentielle. Et cette vous l'avez obligé position à faire une primaire. Vous pouviez très bien, il y a 6 mois, dire écoutez, cette idée de primaire pour un président sortant est absurde, comme le fait la droite d'ailleurs. Non, parce on que ne fait pas une primaire quand on est président sortant. Nous partageons, le président et moi, la même analyse. Devant l'éparpillement de la gauche, sa fragmentation, il est nécessaire de trouver un levier pour la rassembler. Bah, le président sortant aurait été le meilleur levier, non? Mais on ne sait pas ce que vous disiez il y a quelque temps. Le président sortant avait conscience de la situation dans laquelle il était dans l'opinion. Donc, le seul moyen de rassembler les gauches, c'est la primaire. C'est de faire intervenir le peuple de gauche. En l'occurrence, de l'appeler à puisque ça ne rassemblera pas les gauches, ce sera la primaire du Parti Socialiste et quelques petits partis annexes. Ne soyez pas les petits partis annexes, il y en a quelques-uns qui sont ici, représentent autant de monde que M. Poisson, par exemple. Donc, on l'a pas critiqué à l'époque. On n'a pas critiqué à l'époque la venue de M. Poisson à la primaire de la droite. Je vois pas pourquoi on critiquerait les formations politiques qui, pour certaines, sont représentées à l'Assemblée nationale et dignement, et qui sont dans cette primaire. Et le rôle de Manuel Valls, est-ce que c'était Brutus numéro 2? Est-ce qu'avec le recul, il n'avait pas eu autant de Brutus, hein, il y en a eu un. Même il y a eu beaucoup de sénateurs. Oui, mais le PS est plus riche. Voilà. Est-ce qu'il a eu raison avec le recul de mettre une énorme pression sur le président de la République presque pour le contraindre quand même à renoncer au risque vous savez, d'avoir un bras de fer au sommet de l'État? François Hollande, je le connais depuis très longtemps. On se remémorait quelques émissions que nous avons fait avec Olivier Mazerolle ici. Et moi, j'ai été son numéro 2 quand il était premier secrétaire. C'est un homme qui fait face. C'est un homme qui a beaucoup de sang-froid. Et c'est un homme qui a le sens de l'intérêt général. S'il pensait que sa candidature, s'il avait pensé que sa candidature permettait de dénouer la situation, plutôt que la nouer,
eh bien, il se serait présenté. Est-ce que la décision qu'il a prise, pour vous, est la bonne décision? Est-ce qu'elle s'imposait? Elle s'impose à partir du moment où le président la décide. Vous lui avez conseillé? Moi, je ne conseille pas. Aussi. Je ne conseille pas. Vous l'avez vu régulièrement, cette décision. Vous avez forcément un avis sur la question. Finalement, est-ce que vous trouvez, vous, qu'il a pris la bonne décision? Parce qu'en effet, son positionnement dans les sondages, les coups de boutoir de Manuel Valls, etc., faisaient que sa candidature devenait impossible. Moi, je pense que avec l'arrivée du candidat de la droite, qui est très à droite, François Fillon modifie la donne. Et je pensais que la situation était très difficile avec Alain Juppé, honnêtement. Parce que une partie de notre électorat aurait pu penser qu'au premier tour, il fallait jouer cette carte par rapport au Front National, et qu'il apparaissait sur une orientation d'union nationale. Là, la ligne de M. Fillon, c'est la confrontation nationale. Et son programme est excessivement violent contre le modèle social. Donc, je dis, si nous voulons avoir une chance, il fallait casser le Hollande bashing. Et le président a fait sacrifice de sa candidature pour casser le Hollande bashing. Et maintenant qu'on a cassé le Hollande bashing, puisqu'il n'est pas candidat, on va s'apercevoir que son bilan vaut mieux que ce qu'on en disait. Est-ce qu'il faut qu'il reste néanmoins dans la campagne présidentielle? On a entendu des déclarations du président de la République à l'étranger dire nous avons besoin de fonctionnaires, s'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État. Comme si François Hollande n'était plus candidat mais qu'il allait faire campagne quand même. Il va pas se taire, ça va pas être le muet du sérail. Je crois qu'il aura envie de dire des choses aux Français, oui, sûrement. Cette sortie sur s'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de France, ça vous semble opportun de dire ça aujourd'hui, de revenir à ces recettes, de opposer les fonctionnaires et les salariés du privé? Ce n'est pas lui qui les oppose. En l'occurrence, c'est M. Fillon qui va en supprimer 500 000, ce qui a fait sauter en l'air M. Juppé en disant que c'est impossible. C'est M. Fillon qui stigmatise une catégorie sociale dans notre pays. C'est lui qui mène une offensive là-dessus. Il n'était pas normal de dire que s'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de France. Vous êtes sûr de ça? Mais la spécificité française, c'est beaucoup de choses. C'est en particulier ces fonctionnaires. Est-ce que, tout le monde a noté que François Hollande avait fait un très bon discours l'autre soir lorsqu'il est apparu à la télévision. Néanmoins, ça n'empêche pas une analyse politique. Il porte une part de responsabilité dans le fait que la gauche est disloquée. Il est président de la République depuis plus de 4 ans. À l'époque, le Parti socialiste détenait l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, beaucoup de grandes villes. Et la gauche est disloquée. Pourquoi? Qu'est-ce que François Hollande n'a pas fait pour empêcher cette catastrophe? Je pense qu'il a fait passer l'intérêt national avant l'intérêt de la gauche, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a décidé une politique de redressement, vu la situation dans laquelle était notre pays après des années et des années de gestion de droite. Il fallait le redresser dans ses dépenses publiques, le redresser industriellement, le redresser aussi au niveau de l'éducation nationale, beaucoup de choses. Et vous savez, la gauche, elle aime distribuer. Sa théorie, ce n'est pas la production, c'est la distribution. Mais on ne peut pas distribuer quand on n'a pas produit. Mais quand même, dans son intervention de jeudi soir, le président passe l'essentiel du temps à dire « j'ai un bilan formidable », à tel point qu'il y avait des gens qui croyaient que du coup il allait se représenter. Est-ce que c'est pas une forme d'aveuglement? Ce désaveu, il est là. Dire « je ne regrette rien », à part la déchéance de nationalité, est-ce que c'est pas une façon d'handicaper celui qui sera candidat en refusant le droit d'inventaire? Mais non, parce que je comprends que pour le Figaro, le bilan soit mauvais. Mais pour nous, le bilan est bon. Pour quelques Français aussi, à en juger par les courbes de popularité. Mais vous allez voir, vous parlez de la popularité. À un moment donné, je pense aussi des sondages pour la présidentielle de l'année prochaine. Les sondages, franchement, on peut pas recommencer. Hein, on a vu Donald Trump. Mais c'est un peu le choix du président, quand même. On a vu le Brexit et on a vu Juppé. Quand est-ce qu'on s'arrête? Il faudrait arrêter les sondages et faire un peu de politique. Mais donc, pour la politique, je dis la chose suivante. Le président de la République a constaté son impopularité. Et cette impopularité était due à la politique de redressement qu'il a menée. Voilà, c'est tout. La popularité dans les sondages, d'ailleurs.
est-ce qu'il n'y a pas une autre question plus fondamentale tout de même? Depuis 1983, depuis le changement de politique initié par François Mitterrand pour rester dans l'Union européenne, le Parti socialiste n'a jamais réglé son problème idéologique. Et François Hollande n'a pas fait grand-chose pour mettre cette question au premier plan, pour tenter de la résoudre. Est-ce que c'est pas là, finalement, sa principale responsabilité, d'avoir essayé de fuir la vérité, de ne pas tenter de régler ce problème qui a miné sa majorité pendant pratiquement 4 ans? Mais, Monsieur Mazerolle, il était président de la République, pas premier secrétaire. Oui, mais enfin, il a besoin d'une majorité quand même. Donc, à partir de là, il n'allait pas faire un congrès ou demander ou signer une motion qui faisait la clarification. Vous savez, moi, j'ai une analyse sur les raisons de l'impopularité. Elle tient en 3 points. Le premier point, c'est une grande partie de la droite voulait se débarrasser de Nicolas Sarkozy, mais ne voulait pas du programme de la gauche. Donc, à peine Nicolas Sarkozy était tombé, non pas dans les oubliettes de l'histoire puisqu'il s'est représenté, mais était tombé qu'ils se sont désengagés du soutien à la politique de la gauche. Donc c'était une victoire fortuite de François Hollande. Non, parce il fallait catalyser, et ça a été fait. Deuxièmement, ça tient à une ambiguïté qui s'est nouée au 2e tour de la primaire de la gauche. Au 2e tour de la primaire de la gauche, le président était plus bas qu'il ne le pensait. Et Arnaud Montebourg, qui était sur une ligne totalement différente du président, a appelé à soutenir François Hollande. C'est la faute d'Arnaud Montebourg. Donc, non, c'est la faute du fait que les 2 lignes ont cohabité. Donc c'est parce que c'était flou, comme le disait Martine Aubry. Mais elle avait raison. Je soutenais Martine Aubry. Et je n'ai pas compris que des gens qui étaient en accord avec elle n'aient pas soutenu Martine Aubry au 2e tour. Et à partir de là, s'est composé un gouvernement où il y avait les 2 lignes, d'où les couacs, d'où les cacophonies. Et la troisième raison, c'est que nous avons dû faire face à un redressement plus difficile que nous pensions. Les résultats arrivent là, ils arrivent tardivement. Donc si on comprend bien, pour éviter la confusion à l'avenir, il faut que Manuel Valls, probable candidat, fasse campagne en assumant la loi El Khomri, le CICE, c'est-à-dire la fin de la vieille gauche. Je crois qu'il va le faire, s'il le fait. Mais je pense que, en fin de compte, cette primaire va dénouer... C'est le Congrès, en fait, la primaire? Non, parce que c'est beaucoup plus large, c'est des millions d'hommes et de femmes qui vont venir voter, mais va dénouer quelque chose qui s'est noué dans la précédente primaire. Sur les raisons de la défaite de François Hollande, Manuel Valls rajoute une 4e raison aux 3 vôtres. C'est le comportement personnel du chef de l'État, notamment le livre qui avait été écrit par 2 journalistes du Monde et ses confidences. Vous rajouteriez aussi cette 4e raison, le comportement de François Hollande dans la présidentielle? Non, je ne crois pas. Ce livre était malheureux, je l'ai dit. Plus par des confidences, qui étaient des confidences que j'appelle de table, pas des confidences d'un président de la République à des journalistes. Quand il dit, par exemple, c'est pas moi qui pilotais le scooter, voilà, c'était peut-être pas une confidence utile pour un président de la République. C'était pas utile, j'ai toujours dit qu'il valait mieux qu'il écrive un livre plutôt que plusieurs livres soient écrits sur lui. Et quand Manuel Valls disait, les militants socialistes ont honte à la lecture de ce livre, vous qui êtes le patron du parti, vous confirmez? Je pense que c'était plus contrasté que cela. Et vous, personnellement? Moi, j'ai été choqué de cet ouvrage par ce qu'il révélait sur différentes facettes. Mais j'ai pensé que le président de la République estimait que cet ouvrage sortirait après les élections présidentielles. Il est sorti avant. Bon. Il a eu son effet. Quand vous dites que la primaire qui va s'engager maintenant va dénouer une situation qui était née de la primaire précédente, celle de 2011, est-ce que cela veut dire qu'à votre avis, celui qui va la gagner pourra obtenir l'adhésion pleine et complète de tous ceux qui n'auront pas été d'accord avec lui? C'est-à-dire, si c'est Manuel Valls, si Montebourg va trouver que c'est formidable et inversement? Non, les gens vont pas trouver que c'est formidable. Mais quand on s'engage dans un débat démocratique, on accepte le verdict. C'est la base de la primaire. Mais c'est ce qui s'est passé en 2011. Je suis très... Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Mais et ça n'a pas dénoué la situation? Non, parce que le 2e tour a été construit sur une confusion. Là, ça va être une clarification.
C'est-à-dire que vous imaginez que... D'ailleurs, une clarification, les gens vont venir voter sur plusieurs candidats. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas que Manuel Valls, s'il est candidat, et Arnaud Montebourg. Il y a d'autres candidats. Et vous savez, cette primaire va être intéressante. Pourquoi? C'est que toutes les personnes de la gauche ne sont pas représentées, mais toutes les idées de la gauche seront représentées. Vous aurez des gens qui viennent du MoDem, vous aurez des gens qui viennent du Parti écologiste, vous avez des gens qui sont en résonance avec la gauche de la gauche, ou avec des positions que j'appellerais chevènementistes, ou des positions social-démocrates. Mais ça va régler le problème du Parti socialiste. Pardon d'insister sur cette question, mais enfin, ça va régler son problème. Ça va le régler. Pourquoi regardez, ça va le régler plus maintenant qu'en 2011? Mais ça va régler le problème parce que nous aurons un candidat sur une ligne claire, que nous aurons les autres qui viendront le soutenir, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'orientation, et que nous aurons à partir de là un candidat qui sera propulsé dans la possibilité d'être au second tour. C'est une nécessité pour la gauche d'avoir un candidat au second tour, parce que le second tour de la présidentielle n'est pas gagné pour un camp comme pour l'autre. Christophe Jacobissi. Mais il y a une semaine, exactement à la même heure, à votre place, Najat Vallaud-Belkacem nous disait que si c'était Arnaud Montebourg le vainqueur de la primaire, il n'était pas automatique et évident qu'elle le soutienne. Je pense qu'elle manifestait son désaccord avec l'orientation d'Arnaud Montebourg. Elle va devoir avaler la pilule s'il gagne. Mais moi j'appelle tous les socialistes, une fois que la primaire sera passée, à se rassembler. Je pense que c'est une nécessité. On ne peut pas jouer aux petits écoliers là en ce moment. C'est assez grave ce qui est en train de se passer à la fois dans le monde et aujourd'hui en France. Je me ferai remarquer à toute la gauche que le Front National rôde et qu'il peut au deuxième tour l'emporter devant la fragmentation politique dans laquelle nous sommes. Donc un peu de responsabilité pour tous les militants, pour tous les adhérents et tous les électeurs. Guillaume Roquette. Les électeurs, il y en aura combien à votre avis à cette primaire? Écoutez, si j'en crois les sondages, mais j'ai dit qu'il fallait pas les croire, c'est 3 millions, je pense pas que ce soit 3 millions, je pense que, je sais pas, moi, 2 millions, ça serait formidable. Mais je veux pas annoncer de chiffres, parce qu'à chaque fois qu'on annonce un chiffre, après on nous étalonne par rapport à ce chiffre. Le Parti socialiste a soutenu le tournant social-libéral du quinquennat, donc en toute logique, vous devriez être du côté de Manuel Valls, du côté de cette clarification social-démocrate. Moi, je serai le militant de l'unité. Je ne prendrai pas position. Vous choisirez le vainqueur. J'appellerai au rassemblement. Mais vous irez voter quand même. Bah, évidemment. Et vous mettrez un nom. Ça me regarde. Je rassemblerai et je veux rassembler l'ensemble des socialistes. Pendant cette primaire, si vous me permettez la formule, je garderai la vieille maison. Alors, et je ferai en sorte que tout le monde s'y trouve bien dedans. Attendez, est-ce que vraiment cette primaire va se dérouler dans un climat fair-play? Je voudrais vous faire entendre ce que disait Arnaud Montebourg, c'était sur RTL, ça peut paraître dépassé aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est quand même d'actualité, c'était il y a une dizaine de jours. J'invite les Français à venir massivement à la primaire de la gauche le 22 janvier, le 29 janvier, pour précisément imposer leur point de vue. Et non pas se laisser imposer le point de vue. Tous les Français, y compris les électeurs de droite qui voudraient, comme certains à gauche voulaient se débarrasser de Nicolas Sarkozy, d'autres vont peut-être vouloir se débarrasser. Il y en a, j'en rencontre. Je les invite à venir à la primaire, participer, ceux qui le souhaitent, participer finalement au choix politique de l'avenir du pays et d'y participer à leur manière. Et je leur propose de battre le président de la République avec ma candidature. C'est fair-play de demander aux électeurs du camp d'en face de venir pour battre un des adversaires à la primaire de gauche. On peut imaginer d'ailleurs qu'il a envie de la même chose par rapport à Manuel Valls. J'ai connu Arnaud Montebourg plus inspiré. Je pense pas qu'il gardera cette formule dans les annales de ses combats politiques. Car j'ai connu Arnaud Montebourg plus à gauche que l'appel à droite. Ça ne le disqualifie pas pour être candidat à la primaire? La haute autorité va statuer sur ce sujet, puisque un certain nombre de responsables politiques, dont les 2 présidents de groupe, ont saisi la haute autorité. Mais je crois qu'il s'est aperçu, dès le moment où il a quitté le studio, que c'était pas formidable. Et je crains qu'ils n'y reviennent pas. Vous n'avez pas critiqué les électeurs de gauche qui venaient voter à la primaire de la droite? Pourquoi est-ce que ce serait choquant dans l'autre sens? Je n'ai pas arrêté. Je leur ai dit, vous faites fausse route. Vous pouvez pas même quand il faisait sortir Nicolas Sarkozy du jeu, comme on a cru le comprendre.
pense qu'il votait plus pour Juppé que pour sortir Nicolas Sarkozy. Qui avait une orientation, peut-être s'est-il trompé, enfin, en tous les cas, je le soulignais, une orientation de deuxième tour de l'élection présidentielle, alors que l'on a bien vu que dans les primaires, il faut être identifié et identifiable. Tout à l'heure, vous disiez que toutes les sensibilités de la gauche sont représentées, hormis ceux qui sont déjà en dehors. Mais par exemple, vous êtes sûr que un Gérard Filoche, qui je crois demain doit aller au PS justement pour réclamer les listings de parrains potentiels, seront représentés? C'est un Mélenchon bis. Un Mélenchon bis, oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit dans la primaire justement? Et il y a des règles. C'est pas parce qu'il s'appelle Gérard Filoche et qu'il est très volubile qu'il doit passer en dehors de ces règles. Il faut des signatures. Et je lui dis, avant demain, qu'il ne faut pas qu'il s'énerve. Il suffit d'un clic, il va sur le site, il a les signatures, il a les noms. Donc il suffit qu'il fasse cela, et après il décroche son téléphone et il appelle les uns et les autres. Moi je n'y peux rien si des gens ne veulent pas me parrainer. Est-ce que... Alors, revenons maintenant à Manuel Valls quand même, qui va être candidat. Bon, vous nous dites s'il est candidat, très bien, mais enfin, bon, personne n'en doute. Alors, vous vous souvenez de Manuel Valls quand même, dans un livre avant 2012, où il disait « Le mot socialiste est un mot prison ». Le Valls de la primaire 2012, qui mettait en cause les 35 heures et un certain nombre d'autres choses. Des interviews récentes, la gauche passéiste, au relent marxiste. Il parlait d'une branche du Parti socialiste. Les deux gauches, la gauche de gouvernement, la gauche de protestation, qui c'est irréconciliable. Un PS campé sur de vieilles lignes, de vieilles lunes, qui a peur de gouverner, parce que gouverner, c'est se salir les mains, et que donc on est en rupture avec des utopies. Cet homme-là, ce candidat, peut incarner le Parti socialiste et rassembler autour de lui? Il voulait même supprimer l'ISF. Oui, mais nous verrons bien. Il fera sa déclaration. Mais moi, je lui conseille, amicalement, d'être sur une position nouvelle, de rassemblement. Vous lui proposez de se renier? Non, il ne s'agit pas de se renier. Et déjà, vous disiez tout à l'heure que quand c'était flou, ça fonctionnait pas. Là, avant même son entrée en campagne, vous demandez à Manuel Valls d'être quelqu'un de différent de ses positions précédentes. Mais vous m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Bien. Donc, ce que je pense, c'est que, comme nous sommes sortis de la phase du Hollande bashing, que nous sommes sortis de la phase d'Alain Juppé déjà désigné. Nous rentrons dans une nouvelle phase. Et il faut être soi-même, mais offrir une nouvelle perspective. Et ce n'est pas la même chose quand vous êtes candidat à une primaire et quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quand vous êtes candidat à une primaire, l'identification est forte. Quand vous êtes candidat à une présidentielle, le rassemblement est fort. Mais là, justement, on est sur l'identification pour Manuel Valls. Mais lui, il a plus besoin de le faire. Il est assez identifié comme ça. Maintenant, le rassemblement est nécessaire. Donc ça va être prenons un exemple. Sur le sujet de la laïcité, où Manuel Valls a des positions assez fermes, il a dit qu'à titre personnel, il était favorable à l'interdiction du voile à l'université ou à l'interdiction du burkini. Est-ce que vous pensez qu'il doit maintenant adopter des positions plus consensuelles, sachant qu'il n'y a pas du tout consensus justement sur ce point au Parti socialiste? Il ne se réunira pas. Je pense que pour lui, la laïcité est une question extrêmement importante. Et je suis d'accord avec lui sur ce sujet. Mais vous avez vu son dernier discours à Évry sur la question de la laïcité était un discours qui pourrait rassembler l'ensemble des socialistes. Mais il est en train de perdre ce qui faisait sa popularité, c'est-à-dire l'homme qui a une certaine autorité, qui est capable de se dégager des dogmes quand il s'exprime. Mais il le fera, je pense, comme d'autres le feront, comme d'autres candidats le feront. Vous savez, une primaire, c'est une dialectique. Il y a des débats, et on échange, on va au fond des choses. C'est pour ça que c'est un moment très important politiquement. Et s'il incarne cette gauche moderne, social-démocrate, qu'est-ce qui le différenciera d'Emmanuel Macron? Ce sera Emmanuel Macron de le dire. Bon, alors, attendez, parce que on va encore rester 2 secondes sur Manuel Valls, malgré tout. Les Hollandais, les partisans de François Hollande, ils sont en train de lui faire un procès en trahison. Quand même, pour eux, c'était difficile à avaler. Ce que vous disiez tout à l'heure, Christophe Jacubissine, le livre, c'est une honte. Il y a dans ce moment précis un défi, un défaut, d'incarnation, de vision, de mobilisation que la gauche doit relever. C'était quoi, il y a à peine plus d'une semaine. Il disait ça à Paris-Normandie. Ensuite, au journal du dimanche, il refuse de dire qu'il ne se présentera pas contre François Hollande. La pression sur le président de la République est énorme. Trahison, comment il peut s'en relever?
Mais qui dit trahison? Les Hollandais? Et c'est qui ces Hollandais? Bah, écoutez, ils ont des noms, ces Hollandais? Oui, vous les entendez sûrement quand même. Mais je n'ai pas entendu cela. Je n'ai pas entendu cela. Je pense que chacun se déterminera. Et puis, si on n'est pas d'accord, on peut toujours se présenter. Est-ce qu'il y aura un candidat? Moi, je comprends la situation dans laquelle sont les proches de François Hollande. Pour eux, c'est un traumatisme. Mais je leur dis, soyez à la hauteur du geste de François Hollande. Donc sacrifiez-vous vous aussi? Il n'y aura pas de candidat hollandais? Non, rassemblez-vous, respectez-vous, unissez-vous. C'est ça le mot d'ordre. Vous pensez que d'un point de vue moral, Manuel Valls n'a pas fait de faute vis-à-vis du président de la République qu'il avait choisi? Notamment lors de l'interview de dimanche dernier. Écoutez, je pense pas qu'il y ait de faute. Il y a une expression politique qui a été menée par le Premier ministre après la sortie d'un livre. C'est un désaccord sur un livre. Donc le responsable, c'est François Hollande avec le livre. C'est pas Manuel Valls et son coup d'État interne. Le responsable, c'est l'éditeur de ce livre. Oui, c'est facile. C'est aussi celui qui répond. Mais vous disiez tout à l'heure, il fallait sortir du Hollande bashing. Ça va pas être un Valls bashing? Non, parce qu'on passe à autre chose. Pourquoi voulez-vous que ce soit toujours le bashing? J'entends bien que quand on lit la presse ce matin, le bashing est quelque chose qui est très bien porté vis-à-vis des socialistes. On sent pas un grand enthousiasme dans la candidature de Valls. On vous sent pas derrière Manuel Valls comme un seul homme. Mais vous allez interviewer sûrement des gens qui seront porte-parole de Manuel Valls. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu hier soir à votre réunion de la Belle Alliance Populaire? Il aurait pu venir en Premier ministre à défaut de venir en candidat. Cela aurait gêné les autres candidats. Parce que les autres candidats ont respecté ce que nous nous étions dit. À savoir que dans cette réunion de la Belle Alliance, aucun des candidats ne pouvait prendre la parole. Voilà. Donc, les candidats, Montebourg, Benoît Hamon ou d'autres, se seraient dit, mais enfin, comment on offre une tribune à un probable candidat et nous pas? Et on aurait transformé ça en 5 interventions ou 6 interventions, et vous nous auriez dit la cacophonie socialiste commence. Eh bien, nous reprendrons sur la cacophonie tout à l'heure après les informations de 13h et on parlera, Guillaume Roquette, de Emmanuel Macron. Jean-Christophe Cambadélis, on vient d'entendre les informations, notamment une déclaration de Ségolène Royal à Cuba. Est-ce que vous diriez comme elle qu'il y a beaucoup de désinformations sur la violation des droits de l'homme à Cuba, que finalement quand on demande la liste de ceux qui ont pu être privés de liberté à Cuba, il n'y a personne, il n'y a pas eu de prisonniers politiques à Cuba? Vous diriez la même chose? Je ne dirais pas les choses comme cela. La révolution cubaine est défendable face au régime de Batista, qui était un homme corrompu, violent, lié à la mafia. Le régime castriste ne l'est pas. Qu'est-ce qui arrive à Ségolène Royal alors? Je crois qu'elle était dans l'enthousiasme cubain et qu'elle a voulu marquer sa solidarité. Vous pensez qu'elle devrait revenir sur ces déclarations? C'est pas tout à fait son genre. Mais elle peut en faire... Si on s'est trompé, on peut toujours faire amende honorable. Elle peut en faire d'autres. Et puis elle peut souligner d'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que ce régime s'est aussi maintenu à cause du boycott américain. C'est-à-dire que la manière dont on a étranglé Cuba a aussi permis à ce régime de se maintenir. Ça ne justifie rien du tout. Ça l'explique. Ça la rendrait, ça la disqualifierait pour être candidate à la primaire de gauche, ce genre de déclaration? Je ne crois pas que ce soit son choix. C'est pas son choix, d'accord. Et Christiane Taubira, vous souhaiteriez qu'elle soit présente? Moi, je ne souhaite rien. Hein, mais vous manquez de femmes quand même. Hein. Il y avait plusieurs femmes à la primaire de 2011 là. Sylvia Pinel. Mais Sylvia Pinel. Non, mais elle n'est pas dans la primaire. Sylvia Pinel. Mais elle avait dit qu'elle serait peut-être dans la primaire si c'était Manuel Valls. Donc. Où est la parité? Le Parti socialiste. C'est pas moi qui décide des candidats. Si vous voulez, je peux faire un casting. Il n'y a pas de femme capable au PS d'être candidate? Ne poussez pas à la candidature. Il y a Madame Lehmann. Après, vous le regretterez en disant il y a trop de candidats, qu'est-ce que c'est ça? On peut pas débattre, dans nos émissions, les studios sont pas suffisamment grands, etc., etc. Sur Christiane Taubira, il y a eu en quelques jours 80 000 personnes qui ont signé une pétition justement pour qu'elle se présente. Est-ce que ça signifie pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un engouement pour Christiane Taubira qu'on ne retrouverait pas forcément pour les autres candidats potentiels à la primaire? Christiane Taubira est extrêmement populaire à gauche. Parce qu'elle a mené des combats qui étaient majeurs, qui sont majeurs.
Et c'est une personnalité dont on ne peut pas se passer à gauche. Est-ce qu'elle aurait sa place dans une primaire de la gauche? Oui, mais c'est à elle de dire si elle va être candidate. Elle pourrait suffisamment rassembler pour être présidente de la République? Je crois que c'est quelque chose qui l'a fait réfléchir, oui. Qui l'a fait réfléchir dans quel sens? Plutôt pas y aller. Pour prendre sa décision. Plutôt ne pas y aller, parce que ça serait difficile qu'elle rassemble. Elle vous le dira. Mais vous. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas celui qui dit à la place des autres ce qu'il doit faire. Alors, après vous et après Manuel Valls, on va parler du Brutus numéro 3, Emmanuel Macron. Oui, vous avez décrit tout à l'heure un Manuel Valls qui va probablement défendre la ligne de cette gauche moderne et réformiste pour mettre fin aux confusions qu'il y a pu y avoir dans le quinquennat précédent. Qu'est-ce qui différencie Manuel Valls aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Que l'un participe à la primaire et l'autre pas. Ça, c'est une différence tactique? Non, c'est une différence de fond. Moi, je comprends Emmanuel Macron, il a toujours été désigné. Il n'a jamais été élu. Donc il a un peu peur de ce type de sélection, on va dire. Mais j'ai envie de dire, Emmanuel n'ait pas peur. On ne peut pas devenir président sans débat et sans combat. Donc, à la présidentielle, il aura bien un débat et un combat. Mais qu'il commence maintenant. C'est essentiel que la primaire rassemble la quasi-totalité ou la totalité des candidats de gauche, à moins qu'on se considère comme un candidat de droite. À ce moment-là, moi, je ne peux pas intervenir sur le sujet. Mais si on est un tant soit peu candidat de gauche, eh bien, il faut participer à la primaire de façon qu'il n'y en ait qu'un si on veut être au deuxième tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Manuel Valls et Emmanuel Macron sur le plan du programme, même si on ne connaît pas encore complètement celui de l'un et de l'autre? C'est ce que j'allais vous répondre. Il n'y a pas de programme Macron pour l'instant. Il y a une attitude. Il y a une posture. Une posture, évidemment. Mais il n'y a pas de programme. Donc le programme doit intervenir le 10 décembre. Vous me réinviterez le 10 décembre et je vous dirai ce que j'en pense. Mais ça fait quand même 3 mois qu'on est sur cette attente. Mais quand même, il va plus loin, Emmanuel Macron. Il dit, finalement, la primaire, ça va être une sorte de congrès bis du Parti socialiste. Et dans le fond, il dit, ces situations-là sont un peu dépassées. Alors là, maintenant, c'est moi qui parle, c'est plus lui. Mais ce que je crois comprendre à travers ce qu'il dit, c'est que le Parti socialiste est une structure qui aujourd'hui ne peut plus rassembler. C'est une vieille structure. Et dans le fond, est-ce que c'est pas la question de l'existence même de votre parti qui est posée à travers la primaire et la présidentielle? Ce parti qui, depuis François Mitterrand, était effectivement incontournable. C'était celui autour duquel la gauche s'organisait. Et là, on a l'impression que puisqu'il est profondément divisé en son sein, en lui-même, eh ben, il est en train de se volatiliser. Bon, alors prenons les questions dans l'ordre. Il est incontournable depuis 1905. Le Parti socialiste est, avec le Parti radical, un des plus vieux partis de France. Et il organise souvent, et il a organisé souvent, l'ensemble de la gauche. Aujourd'hui, il est en situation particulière, parce que nous sommes au pouvoir. On nous avait dit que nous étions un vieux cadavre à la renverse. Nous avions gagné les élections présidentielles, et vous l'avez dit, gagné les élections législatives, et toutes les élections intermédiaires. Donc, ce parti-là, il sera là demain. Moi, je m'en porte garant. En attendant, parce que il faut créer les conditions pour être au deuxième tour de la présidentielle, parce qu'il ne s'agit plus, comme à l'époque de François Mitterrand, de rassembler au deuxième tour. Il faut y être. Pour y être, il faut rassembler au premier tour. Donc, il y aura cette primaire. Et moi, j'appelle les électeurs de gauche à venir mettre de l'ordre dans tout cela. Plus il y aura de votants, plus vous êtes sûr que nous sommes au second tour de la présidentielle. Et c'est essentiel, parce que je ne vois pas M. Fillon lancer un appel pour défendre ou pour soutenir le candidat de la gauche si Marine Le Pen est au deuxième tour. Et à l'inverse, je ne vois pas les électeurs, moi je le ferai, mais je ne vois pas les électeurs de gauche soutenir le candidat Fillon, vu son programme et sa radicalité. C'est la mort du Front républicain ? Donc, c'est parce que je lancerai l'appel. Donc, ce n'est pas automatique. Mais les électeurs ne veulent plus du Front républicain. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis que la radicalité du programme de Fillon pose un problème au mouvement de la gauche sur ce candidat, et la radicalité de Fillon pose un problème pour le mouvement de la droite vers le candidat de la gauche. Donc le seul moyen d'empêcher Marine Le Pen de gagner l'élection présidentielle, c'est qu'il y ait la droite
et la gauche. Vous dites que Fillon est trop proche de Marine Le Pen pour que les électeurs de gauche votent pour lui? Il est tout contre. Il est tout contre. Pas en programme économique, en tout cas. Ah bah oui. Oui, ça ne lui a pas échappé à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez quand vous dites 500 000 fonctionnaires en moins, que vous attaquiez à la retraite, que vous attaquiez à l'assurance maladie, que vous attaquiez à l'ensemble de ce qui a constitué l'État social français? Vous croyez quoi? Que les électeurs vont dire « Ah bah comme il y a Marine Le Pen », non, ils vont bouder. Et de l'autre côté, quand vous radicalisez en disant, faisant monter la haine contre la gauche, contre François Hollande, mais demain contre son candidat, vous croyez que les électeurs de droite vont se déplacer pour voter pour un candidat de gauche? Moi je dis, j'appelle tout le monde à un peu de responsabilité. Là, on est dans un moment très particulier. Je ferai remarquer que le Brexit, Donald Trump, ou peut-être ce soir l'Autriche, c'est un mouvement planétaire, justement, national populiste. L'Autriche, Jean-Christophe Cambadélis, pendant des décennies, la gauche et la droite autrichienne ont gouverné au gré d'alternances insipides, sans réelle différence. Elles ont même été l'une et l'autre jusqu'à gouverner avec l'extrême droite comme force d'appoint. Et puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire le manque de prise de responsabilité. Donc il est normal que la droite française aujourd'hui cherche à retrouver une idéologie et soit ferme sur ses bases. Et ce qu'on vous demande, est-ce que la gauche va avoir son idéologie et être ferme sur ses bases? Mais d'abord, en Autriche, ça vient de la confusion. C'est-à-dire que c'est une coalition depuis 30 ans. De fait, oui. De fait. Et donc, dans l'indéfinition, à un moment donné, les électeurs cherchent autre chose. Donc, vous allez totalement dans mon sens. C'est la même chose. Non, vous allez totalement dans mon sens, dans mon analyse du moment. Il faut rétablir le droit-gauche. Et pour cela, il faut que le candidat désigné par la primaire soit au deuxième tour. Et pour qu'il soit au deuxième tour, il faut énormément de votants. Mais vous aviez l'air la dynamique commence. D'accord, mais vous aviez l'air de dire que François Fillon était trop à droite et qu'il mettait en danger la possibilité de voir qu'il nous faisait courir le risque à la France de voir le FN arriver. Tout à fait. Parce que l'Autriche est un scrutin à la proportionnelle. Alors qu'en France, c'est un scrutin à 2 tours. Monsieur Juppé, mais c'est normal que la droite soit à droite quand même. Mais si vous voulez la confrontation gauche-droite, c'est pas mon problème. Ce que je fais, je ne juge pas, j'analyse. J'analyse le fait que M. Juppé s'était mis en situation de rassembler au deuxième tour. Ça lui a coûté sa désignation. Mais je vois que M. Fillon s'est mis dans une logique de confrontation avec un programme extrêmement violent. Donc on va pas claquer dans les doigts et les électeurs... Non, c'est pas compliqué. C'est trop compliqué votre raisonnement. Non, c'est extrêmement clair. Je ne veux pas que notre pays tombe dans les mains du Front National. Oui, mais revenons-en au Parti Socialiste. Les combinaisons politiques sont différentes en Autriche et en France, mais le constat est le même, c'est-à-dire que le parti de gauche traditionnel, dans les deux pays, a perdu une grande partie de l'électorat populaire qui est allé vers le vote extrême. Pourquoi vous nous dites ça? Aux élections régionales, nous avons fait 25%. Avec 25%, on pourrait même être en tête. Oui, mais aujourd'hui, votre candidat est 5e. Ce sont des sondages, d'accord. Des sondages. Moi, je me base sur les résultats. Vous dites que le Parti Socialiste la gauche du gouvernement n'a rien perdu. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que quand on est confronté à l'élection réelle, ça ne se passe pas comme dans les sondages. À ce moment-là, les Français font leur choix. Et je pense que la petite musique que je veux induire dans la situation politique, à savoir que si l'on veut éliminer Marine Le Pen, il faut un deuxième tour gauche-droite. Mais pour ça, il faut que la droite soit bien à droite. Mais ça, ils se débrouillent, c'est normal. Et que la gauche soit bien à gauche. Et que la gauche soit bien à gauche. Et qu'on n'ait pas le sentiment qu'ils vont foutre le pays par terre. Mais ça les regarde. Et qu'on n'ait pas le sentiment, comme je veux que la gauche soit au deuxième tour. Pardonnez-moi, mais et qu'on n'ait pas le sentiment, comme le disent beaucoup de responsables socialistes, députés en tout cas, finalement, la gauche, elle a mené une politique qui aurait pu être celle de Nicolas Sarkozy s'il avait été réélu. Mais c'est faux, ils le savent parfaitement. Ils le savent parfaitement. Il suffit de prendre le résultat de la politique que nous avons menée et les mesures que nous avons développées et de les comparer au programme de Nicolas Sarkozy. Tout ça, c'est des postures. On n'est plus à l'époque des postures aujourd'hui.
On est dans le combat politique majeur. J'ai dit hier que la bataille de France venait de commencer et la bataille pour la France venait de commencer. Et pour incarner cette gauche à gauche, est-ce que c'est Manuel Valls le meilleur candidat? De toute façon, on parlait d'Emmanuel Macron, il sera candidat, donc il incarnera une forme de centre-gauche. Non, je dis Emmanuel, n'aie pas peur. Tu vas retrouver tous tes camarades de gouvernement. Parce qu'il sait que ça va être le grand bazar, cette primaire. C'est pas le grand bazar. La démocratie, c'est que le peuple désigne son représentant, et non pas que le représentant désigne son peuple. La Ve République n'est pas prévue de primaire. On peut très bien considérer que la présidentielle, c'est une rencontre avec le peuple, et que donc on peut y aller sans primaire. Mais c'est dans la logique. Les primaires sont dans la logique de la Ve République. C'est la sélection d'un candidat. Mais oui, mais parce que vous avez une lecture qui n'est peut-être pas la nôtre de la Ve République. C'est comme ça. On n'est pas un régime parlementaire. Je ne vais pas paraphraser François Fillon, mais imagineriez-vous le général de Gaulle dans une primaire? Oui. Ah oui? Bien sûr. Ah bon? Ah, ça vous choque. Ah oui, là. Voilà. Vous l'imaginiez? Moi, je l'imagine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas faire autrement. Lui qui fustigeait le régime des partis se serait mis dans une primaire d'un parti. Oui, mais aujourd'hui, il attaquerait le régime des selfies. Vous nous décrivez une situation très dramatique avec une Marine Le Pen éligible. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, dans ce cadre-là, est lui aussi irresponsable? Est-ce que vous lui dites aussi, n'aie pas peur, rejoins-nous? Non, moi je crois qu'il faut qu'il clarifie sa position. Soit il est sur une position substitutiste à la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'il estime social-libéral ou passer du côté de la droite, et il est le candidat, estime-t-il, de la gauche. C'était le sens, je crois, de son intervention pour faire un débat immédiatement avec François Fillon, ou de sa déclaration de fidélité à Fidèle. Lui aussi. Donc, soit il est sur cette orientation-là, soit il est sur une position France insoumise, c'est-à-dire plus proche de BP Grillo que de Podemos. Pour l'instant, je n'ai pas vu sur quelle position il est. S'il est surtout une position de gauche, même substitutiste au Parti Socialiste, je lui dis, Jean-Luc, viens dans la primaire. Mais parce qu'il ne croit pas que le Parti Socialiste puisse lui, avec sa force, sa puissance, avec le peuple qui est derrière lui, il vient dans la primaire et il les plie tous. Pourquoi il ne fait pas? Parce qu'il dit, c'est pas ma gauche. Mais à ce moment-là, ça serait la sienne. Parce qu'il ne peut pas soutenir Manuel Valls en cas de défaite. Mais il va gagner. Alors, c'est pas sa gauche, dit Guillaume Roquette. Moi, j'ai envie de vous demander, quelle est votre gauche? Parce que dans le Figaro, c'était au mois d'octobre dernier, Figaro, vous voyez, j'ai de bonnes lectures, vous dites, il est temps de s'attaquer à cette plaie française qui est une France à plusieurs vitesses. Après 4 ans et demi de pouvoir de François Hollande, vous nous dites, il est temps de s'attaquer à cette plaie française qui est une France à plusieurs vitesses? Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Mais il a redressé le pays économiquement. Si on nous avait pas laissé ce bilan-là, on aurait pu s'attaquer. Ça, c'est la faute de Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Uniquement. Mais tout à fait. Il a fallu qu'on passe la serpillière derrière. Tout à fait. Ça nous a coûté du temps, de l'argent, aux Français d'abord. Et il a fallu redresser le pays. Alors, maintenant que c'est fait, ou en voie d'être fait, il faut s'attaquer à ce que j'appelle le précariat. Il faut s'attaquer à une France à plusieurs vitesses. On ne peut pas laisser un pays dans la situation dans laquelle il est, où il y a une part de ce pays qui est dans la capacité de travail, qui a un emploi, etc. Et les autres qui sont assignés au chômage, à l'exclusion. Il faut s'attaquer à cela. Alors, je vais remonter à plus loin. Pourquoi le Front National et Jean-Marie Le Pen, à l'époque, ont-ils commencé à monter et à s'imposer dans la vie politique française au moment où François Mitterrand était président de la République, avec d'ailleurs un gouvernement de gauche, c'était au tout début des années 80, et pourquoi depuis, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, le FN n'a-t-il pas cessé de continuer à progresser? Alors, faisons un peu d'histoire pour 2 raisons. Souvenez-vous quand même que quand la gauche arrive au pouvoir en 1980, elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Souvenez-vous des déclarations de M. Labbé, qui était vice-président de l'Assemblée nationale et dirigeant du RPR à l'époque. Souvenez-vous l'appel de beaucoup de responsables de droite en direction d'une insoumission là au gouvernement socialiste et à la présence de ministres communistes. On a même vu Jean-Marie Le Pen manifester sous les fenêtres de M. Badinter avec un certain nombre de policiers, soutenus à l'époque par le parti de l'opposition de droite. Donc il y a eu d'abord, comme toujours, le fait que la gauche
ne doit pas gouverner, est illégitime à gouverner. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est que Jean-Marie Le Pen a parfaitement compris que la situation lui permettait de développer un racisme dans le pays. Il a été condamné plusieurs fois pour cela, et qu'il y avait des gens qui participaient de cela et qui appréciaient cette orientation politique. Vous allez me dire que j'ai mauvais esprit, mais hier vous avez fini votre discours en disant « ils ne passeront pas ». C'est le fameux no passaran des républicains espagnols. Le seul problème, c'est qu'ils sont passés à la fin. Oui, c'est que pendant 40 ans ils sont passés. Oui, je sais bien. Alors, mais c'est une filiation. La gauche, c'est aussi ça, une filiation, des combats qui ont été menés, une histoire. Moi, je la défends. Et alors, il faut les mener les combats. Parce que de toute façon, ils sont perdus sinon. Oui, mais est-ce que vous le menez de la meilleure façon possible? Quand vous dites « Ah, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy si on n'a pas pu avoir de meilleurs résultats », mais vous vous souvenez des centaines, des dizaines de milliers en tout cas de Français dans la rue contre la loi El Khomri. On a l'impression que vous refusez de faire en quoi que ce soit le bilan ou le droit d'inventaire sur ce qui s'est passé depuis 5 ans. Vous savez, l'inventaire, j'adore, mais on le fait, on le fera. Le président de la République a déjà fait un pas immense. Il a indiqué que son bilan était excellent. Oui, mais il a indiqué qu'il regrettait une mesure sur la déchéance de nationalité. Emmanuel Valls, qui était Premier ministre depuis 2 ans, c'est le meilleur candidat justement pour faire cet inventaire du quinquennat? Il le fera, ça me semble... C'est pas curieux pour un Premier ministre sortant de faire l'inventaire de son propre bilan? Mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Si vous posez la question, il le fera, il vous dira ce qu'il a trouvé bien, ce qu'il a trouvé moins bien. Procureur. Mais vaut mieux, oui, plutôt que le laisser aux autres. Et hier, vous avez dit également, c'est toujours la même chose. Derrière les montées populistes, c'est les questions d'identité, les questions d'immigration. Elles ne se posent pas, ces questions? Mais si, elles se posent. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Il y a la manière qui vise à exclure. Certains polémistes ont été jusqu'à dire qu'il fallait raccompagner des Français non de souche à la frontière. Il y a cette idée que la France, enfermée, repliée sur elle-même, rompant avec l'euro et avec l'Europe, réglerait mieux ses problèmes. Et que l'ensemble de l'immigration devait non seulement être mise au pas, mais à la porte de la France. Je crois que cette orientation, elle est partagée par un certain nombre de personnes en France. Et c'est dangereux pour la France. Et comment pouvez-vous convaincre ceux qui partagent cette opinion qu'ils sont dans l'erreur? Qu'est-ce que vous leur proposez qui va combattre cette idée qu'ils sont abandonnés, que la France est en déclin et que l'avenir est détruit si on continue à confier son destin aux partis traditionnels? Je leur dis d'abord qu'ils se trompent, parce que si nous quittons l'Europe, nous nous retrouvons dans une situation économique épouvantable et difficile, déjà que les États-Unis aujourd'hui vont fermer leurs frontières, et nous ne pourrons pas commercer avec l'ensemble de nos partenaires. Chacun va mettre des droits de douane, donc la production industrielle va s'effondrer. Ensuite, si l'ensemble de l'action de l'État, c'est poursuivre des hommes et des femmes qui sont issus de l'immigration, les stigmatiser, nous allons créer des tensions dans la société française, parce qu'ils sont quand même 4 à 5 millions les personnes en question. Qu'est-ce que l'on va faire? Et donc c'est un programme que moi en son temps j'ai appelé un programme de guerre civile. Donc cela veut dire que les plus faibles vont supporter immédiatement les conséquences de cette politique nationaliste. Vous avez fait quelques propositions cette semaine-là, on imagine dans la perspective de 2017, notamment de rétablir la conscription pour une sorte de garde nationale. Alors le patron des jeunes socialistes a dit « Qu'est-ce que c'est que ces vieux messieurs qui ne nous proposent que le retour à la caserne ?» C'est l'insolence de la jeunesse ou vous avez tapé à côté? Non, les vieux monsieur en leur temps gagnaient les élections universitaires, ce qui n'est plus le cas des jeunes aujourd'hui. Ça c'est parce que c'est l'ancien président de l'UNEF qui parle. Je dirais que c'est une nécessité. Au PS, hein. C'est une nécessité. Bon, avec le MJS, il y a toujours de l'ambiance. C'est une nécessité pour 2 raisons. D'abord, c'est une manière de répondre à cette fracture qui existe dans notre société, où des jeunes gens s'interrogent sur leur identité. Et c'est un moyen de reconstruire l'identité, c'est pas le seul, mais c'est un moyen. Et deuxièmement, moi je crois
que nos forces sont engagées sur plusieurs théâtres d'opération. Ils font un travail formidable, et je leur rends hommage, en France, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et donc il faut créer, je dirais, quasiment une garde nationale. Et c'est un moyen de la construire, soit sur le plan militaire, soit sur le plan civil. Ça sera un service obligatoire pour tout le monde, bien sûr. Tout le monde a travaillé sur cette question. Je fais remarquer que François Baroin a produit un rapport sur le sujet. Il dit que ça coûterait aux alentours de 4 milliards d'euros. C'est totalement supportable. D'autant que nous sommes dans des moments extrêmement compliqués à l'échelle internationale et que nous ne savons pas ce qui peut se passer. Quand je vois, pour être mobilisé, c'est ce que vous dites. Mais quand on voit la manière dont M. Poutine avance ses pions, à la fois visibles et invisibles, au tel point que Mme Merkel a dû le condamner. D'ailleurs, j'aimerais entendre M. Fillon sur le sujet. Est-ce qu'il est d'accord avec Mme Merkel ou il est d'accord avec Poutine ? Quand j'en vois comment il avance ses pions en Europe, que je vois la situation de M. Donald Trump, qui connaît tellement les relations internationales, qui téléphone à Taïwan sans passer par Pékin, je me dis qu'on est dans un monde incertain. Vous dites que cette garde nationale pourrait être une réserve militaire ? Absolument. Ça durerait combien de temps, ce service national obligatoire ? On pourrait le faire sur 8 mois ou moins, ça après c'est une discussion à avoir. Pour finir, une question venue de des tweets qui sont parvenus pendant l'émission, il y en a plusieurs, mais voilà une question. À qui le PS va-t-il se rallier au deuxième tour de la présidentielle ? Macron ou Mélenchon ? C'est un plaisantin. Au candidat ici... Non, c'est une dame. Je ne me vois pas dans ce cas de figure. Je pense que le candidat de la primaire, appelons-le comme ça, sera au deuxième tour de la présidentielle. Merci Jean-Christophe Cambadélis pour ce grand jury qui